Oui. Okay. Oui. Okay, thanks a lot for the invitation. It's a pleasure to be here. And as Jean said in his introduction, I'm going to talk about the role of... Dans sa présentation, je vais parler du rôle de la gouvernance européenne de la santé, principalement à la lumière de la pandémie de COVID. Et ce n'est pas seulement ma recherche, ça fait partie d'une recherche plus large que nous menons à l'Université de Dublin pour des projets financés par l'Union européenne, justement. Alors, ce que je vais faire, c'est parler rapidement des changements qui ont été apportés au régime de gouvernance économique après la crise financière de 2008. Jean l'a dit dans son introduction, nous avons parlé du semestre européen et je vais aussi en parler rapidement. Et puis après, je vais parler du nouveau cadre qui a été lancé à la lumière de la pandémie de COVID-19. Alors, comme Jean l'a dit, l'Union européenne est souvent sur la défensive en disant qu'elle n'a pas les compétences pour agir en matière de santé. Cependant, après la crise financière de 2008, il y a eu beaucoup de changements institutionnels au sein des institutions européennes et on a établi le nouveau régime de gouvernance verticale. L'objectif, c'était de renforcer la surveillance fiscale tel qu'établi par le pacte de stabilité et de croissance. Alors, bien sûr, ça a eu un impact sur la santé parce que ça mettait des contraintes pour les États membres d'investir dans les systèmes de santé. Cependant, il y avait aussi des possibilités de gérer directement la santé et cela donnait la possibilité aux institutions européennes d'intervenir dans de nombreux domaines, dont la santé. Et puis, comme cela a aussi déjà été mentionné, il y a eu différents pays comme l'Italie, la Roumanie ou d'autres qui ont été forcés de dépendre de prêts de la part de l'UE et du FMI et qui ont donc dû instaurer des mesures d'austérité qui, entre autres, ont aussi eu un impact sur le système de santé. Et donc, ce nouveau cadre institutionnel est coordonné par un mécanisme que l'on appelle le semestre européen. Donc, chaque année, chaque membre européen reçoit des recommandations spécifiques qui demandent au gouvernement de cet État membre de mener des réformes politiques dans différents domaines et le domaine de la santé est un des domaines les plus affectés par ces recommandations. Et donc, dans notre projet ici à Dublin, nous avons étudié la manière dont ce nouveau régime a eu un impact sur différents domaines, notamment sur les salaires, le pouvoir de négociation collectif, la protection du travail, mais aussi les services de santé et de transport. Et ce que l'on a vu, c'est qu'il y a eu de nombreuses recommandations qui ont eu un impact direct sur les services publics. Et donc, la direction était surtout la diminution des dépenses en matière de santé, la privatisation de la santé, etc. Donc ça, c'était la situation jusqu'en 2019. Et puis, comme on le sait tous, en 2020, on a fait face à la pandémie de COVID-19 et la réponse de l'UE à cette crise a été un peu différente de sa réponse à d'autres crises précédentes. En termes de politique monétaire, par exemple, la Banque centrale européenne a adopté une politique presque immédiatement. Et puis, pour ce qui est des systèmes de santé, il y a eu la suspension des règles physiques d'aide pour les États membres en disant que les États membres devaient dépenser autant que possible pour relancer l'économie et pour relancer les services publics. Et puis, comme nous le savons, en été 2020, il y a aussi eu l'accord pour un fonds de relance pour l'Union européenne qui serait financé donc par les institutions. Alors, nous avons ici donc le package de plus de 723 milliards d'euros avec des prêts
notamment. Donc, c'est un instrument temporaire. Nous ne savons pas jusqu'à quand il va durer. Et bien sûr, l'allocation de ce fonds est basée sur des critères économiques et sur la taille de la population du pays dont il est question. Alors, les États doivent s'inscrire, doivent demander ce financement en envoyant un plan de reprise et de résilience nationale, avec des détails sur la manière dont ils ont l'intention de dépenser cet argent qui leur sera envoyé. Jusqu'à présent, tous les États membres, à part les Pays-Bas, ont soumis ce plan de relance et de résilience nationale. Et parmi ces derniers, 22 ont été soutenus par la Commission. Donc, la Commission n'a pas encore répondu au plan de certains États membres, dont la Hongrie et la Pologne, à cause des querelles existantes entre les gouvernements de ces pays et les institutions européennes. Donc, ces observations montrent déjà la nature des conditions de la réglementation RFF. Donc, c'est complètement inacceptable. Pour avoir accès aux fonds, les États membres doivent, entre autres, s'engager à dépenser 37% des fonds pour le respect de l'agenda vert des institutions, 20% pour la transition numérique et aussi résoudre tout ou partie des défis identifiés par les recommandations spécifiques à chaque pays des institutions, comme je l'ai déjà mentionné. Et puis surtout, les pays doivent respecter les recommandations qui avaient été émises en 2019 et en 2020, avant et après la pandémie donc. Donc, le régime qui a émergé après 2008 se basait sur des outils de mise en œuvre. Donc, par exemple, il y avait des sanctions financières pour les pays qui ne respectaient pas les mesures après de très longues procédures, alors qu'aujourd'hui, il s'agit de conditions ex ante. Donc, il faut faire tout cela pour pouvoir recevoir l'argent. Donc, on fonctionne avec la méthode de la carotte plutôt qu'avec la méthode du bâton. Ce qu'il faut dire aussi ici, c'est que les conditions continuent même lorsque le pays a soumis son plan et que la Commission l'a approuvé. Parce que même après que la Commission a soutenu, par exemple, les plans nationaux, les fonds peuvent toujours être retirés ou gelés si les États ne respectent pas les cibles et les objectifs sur lesquels ils s'étaient mis d'accord avec la Commission. Voici ici un petit exemple. Donc, nous avons une annexe de la décision qui a donné le feu vert au plan national italien en disant que c'était un plan tout à fait acceptable. Et donc, voilà ce que l'Italie a dit qu'ils allaient mettre en place. Donc, par exemple, la définition d'un nouveau modèle organisationnel pour le réseau des soins de santé territoriaux. Et bien sûr, ici, il y a des objectifs et il y a une ligne du temps à respecter, un calendrier à respecter. Donc, c'est ici un plan très détaillé et les États membres doivent respecter ces différents objectifs, ces différentes dates limites pour pouvoir recevoir les fonds de l'Union européenne. Donc, pour ce qui est des soins de santé, on doit se pencher sur les recommandations de 2019 et 2020 parce que ce sont celles que les États membres doivent mettre en œuvre dans leur plan de relance et de résilience pour pouvoir recevoir l'argent. Donc, comme on peut le voir dans les recommandations de 2019, elles reflètent toujours les idées de réformes structurelles et de réduction des coûts des systèmes de santé pré-pandémie. Et donc, on a ici l'Irlande et la Roumanie, par exemple, à qui on demande d'améliorer la rentabilité de leur système de santé. Et puis, en 2020, on voit que les recommandations sont un peu différentes à cause justement de la pandémie. Et maintenant, on demande aux États membres de mobiliser des ressources, de renforcer les services de soins de santé ou même répondre aux besoins de leurs travailleurs de la santé. Donc, c'est ce qu'on demande à l'Italie, à l'Irlande et la Roumanie, entre autres.
Donc, quelles sont les implications de ces changements sur les mouvements du travail et les mouvements sociaux, principalement ceux qui travaillent sur la santé? Donc, premièrement, cette nouvelle structure que l'on voit ici reconnaît des inquiétudes sociales, des préoccupations sociales. Donc, par exemple, le bon fonctionnement des systèmes de santé. Mais d'un autre côté, elles sont aussi basées sur des recommandations pré-pandémie et donc les réformes structurelles, par exemple, restent un grand problème. Et donc, ici, on peut voir que les politiques de travail sont très importantes parce qu'on peut voir comment ces politiques vont être conçues et puis mises en œuvre. Et ici, le Parlement joue un rôle essentiel dans la conception et la mise en œuvre de ces plans. Ensuite, il faut aussi dire que l'implication des syndicats et de la société civile était très faible, pour le dire comme cela. Donc, on est passé du bâton des sanctions financières à la carotte du financement européen pour avoir des réformes structurelles. Et donc, ça pourrait peut-être être plus efficace pour encourager les États membres, mais nous avons bien sûr la question de savoir quelle sera la direction de ces réformes. Et comme nous l'avons vu, les plans ont différents objectifs et ont ici et puis nous avons aussi une autre question qui est de savoir ce qui va arriver lorsque ces plans vont être mis en œuvre et que les pays vont pouvoir avoir la possibilité d'investir dans leur système de santé. Est-ce que Et puis après, on a aussi une autre question. On va avoir en 2022 notamment une nouvelle vague de recommandations spécifiques à chaque pays et on ne sait pas encore quelle sera la direction de ces recommandations, principalement en matière de santé et de services publics. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter